And welcome to Azurément Sport, tous les mardis à partir de 18h15 sur PDJ FM. Il est 18h15, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Azurément Sport. Au menu ce soir, cap sur la victoire du 15 de France dans le tournoi des 6 nations. En football, l'OGC Nice renoue aussi avec la victoire et l'AS Monaco continue sur sa lancée avec une 5e victoire de nouveau. Et enfin, on mettra le pied à la pédale avec un retour sur le Paris-Nice en dossier de la semaine. Mais avant ça, on refait le week-end avec vous, Anthony Marquez. La cousinade Vachereau-Rinderknecht échoue en finale du double d'Indiana Wells. Après avoir éliminé Djokovic et Tsitsipas, le duo s'incline finalement face à Manuel Guinard et André Odzi, 7-6, 6-3. Une chose est sûre, le duo continue de faire rêver vivement la suite. En National 2, la Cannes a su montrer les crocs face au GF Sarre-Rumilly-Vallière. Les Canois arrachent un point précieux avec le score de 1 partout. Les Rouges et Blancs restent dans le haut de tableau, deuxième à 1 point du leader. Prochaine rencontre avec la réception de Fréjus samedi. Ça va moins fort pour le RC Grasse, défaite 1-2 face à Gaulle FC, un concurrent direct et donc un résultat frustrant. Les Grassois sont 14e au classement, il faudra se ressaisir à Rousset samedi. En hockey sur glace, les Niçois sont déjà dos au mur, 2 défaites face à Angers lors de leurs 2 premiers matchs de play-off. Retour à domicile ce soir et demain pour les Aigles qui devront réagir s'ils veulent poursuivre leur aventure en Ligue Magnus cette saison. Et si on pensait que ça allait mieux pour la Roca Team depuis le départ de Vassilis Panoulis, les Monégasques retrouvent la défaite en Betclic Elite 2 jours après une 3e victoire de suite. Nancy a donc créé la surprise à Goston Médecin. Monaco reste leader du championnat. Prochaine rencontre ce jeudi face à l'Anadolu FS pour la 32e journée d'Euroleague. Et en Pro B, les Sharks avaient échoué de peu face à Grissoufel 83-85. Les Azuréens ont mené jusque dans les 50 dernières secondes où 2 tirs de Baptiste Chouafé ont suffi à briser leurs espoirs de victoire. Les hommes de J.D. Jackson doivent se relancer ce soir à Denain. Charles Leclerc réalise un bon GP de Chine et en plus qu'enthousiaste à l'idée de pouvoir concurrencer les Mercedes, le Monégasque termine 4e et fissure à la 3e place du classement pilote. Rendez-vous au Japon le dimanche 29 mars. Dans l'antichambre des MotoGP, Johan Gimbert tente un changement d'écurie pour se relancer après 2 saisons en demi-teinte. À 21 ans, le Fréjusien rejoint les rangs de l'Andifer Aspar Team avec pour objectif de retrouver le chemin des podiums. On parle rugby désormais avec l'équipe de France. Action, lié, jeu, 2, 3, 4, 5. Back-to-back victorieuse au bout du suspense de l'Angleterre, 48-46, la France remporte le tournoi Destination pour la 2e année consécutive, une première depuis 2006-2007, mais tout n'a pas été simple pour les Bleus et les Toulonnais de l'équipe. Joseph Jaricot. Mignonne, allons voir si la rose a encore quelques épines. Eh bien, elle en a encore. Une semaine après la déception d'Édimbourg, la France recevait une Angleterre avant-dernière et battue à Rome juste avant, un match qui devait sacrer les Bleus dans de grandes célébrations. Et ce fut le cas, mais pas comme attendu. Si Louis Bielbiarré a commencé les festivités à la 7e minute puis à la 13e, la France s'est longtemps heurtée aux réactions anglaises. Les ailiers Tom Roebuck, Cadan Murley et le 3e ligne Ollie Chessum permettent à l'Angleterre de rester au contact avant qu'Alex Coles et Finlay Smith au pied ne leur donnent 10 points d'avance juste avant la mi-temps. Mais le 15 de France, même en difficulté, a la force de ne rien lâcher, Joseph. Piqués au vif, les hommes de Fabien Galtier réagissent avec un essai de pénalité juste avant la mi-temps pour revenir à 24-27. Puis des essais de Bielbiarré et Atis Ogbe au retour des vestiaires pour prendre 11 points d'avance. Metchessoum intercepte une passe de Jalibert et relance l'Angleterre qui repasse devant 39-38 5 minutes plus tard après l'essai de Marcus Smith. Les Bleus s'en remettent à leurs hommes providentiels. D'abord par Louis Bielbiarré pour un quadruplé, son premier en carrière, le 3e seulement pour un joueur français du 15 de France. Après Adolphe Jauregui face à la Roumanie en 1924 et Maurice Sellé contre l'Italie en 1937. Et sur la sirène, alors que la France est de nouveau menée suite à un essai de Freeman et une transformation de Marcus Smith, la lumière vient de Thomas Ramos. Solide pour passer la pénalité de la gagne et de la victoire dans le tournoi, le meilleur réalisateur des 3 dernières éditions offre un 2e succès dans le tournoi de suite. Et parmi les Toulonnais ont eu un rôle à jouer. Sélectionné pour la première fois en 2014, Charles Olivon a enfin décroché son premier titre avec les Bleus. Et que c'est mérité, tant le 3e ligne de formation a vécu des moments difficiles, pensant même arrêter sa carrière il y a quelques années. Seulement remplaçant contre l'Italie à Lille, le capitaine du RCT a été énorme tout au long du tournoi. 2 essais contre l'Irlande et le Pays de Galles, mais surtout une activité autant en 2e qu'en 3e ligne. Jean-Baptiste Gros est aussi devenu un incontournable en mêlée, première ligne. Si les 2 derniers matchs ont été plus difficiles, comme tout l'effectif, ses tenues en mêlée, ses percussions et son jeu debout n'ont que peu d'équivalent chez les avants, de quoi continuer à jouer en bleu. Ce
que peuvent toujours espérer Baptiste Serin et Gaël Dréan. Remplaçant et pas entré contre l'Angleterre, le demi-mêlée a retrouvé le maillot bleu lors de cette édition qu'il n'avait plus porté depuis juillet 2024. Il a profité des absences de Maxime Lucu et Nolan Le Garrec pour enchaîner et il a été performant, auteur de bonnes entrées contre l'Écosse et notamment au Pays de Galles. Match qu'a joué aussi Gaël Dréan et pour sa première sélection, l'ailier varois a inscrit un essai et, en l'absence de Damien Penaud, aura un rôle à jouer dans les prochains mois, à moins que des Bleuets ne s'invitent. Eux aussi ont réalisé le doublé en remportant le tournoi des 6 nations des moins de 20 ans et en réalisant le grand chelem, s'il vous plaît. De bon augure pour la suite, même si des progrès sont nécessaires, notamment chez Léa, pour espérer soulever la Coupe du Monde dans 1 an et demi. Alors messieurs, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Prochain rassemblement pour le 15 de France cet été avec la première édition de la Coupe des Nations où les Bleus affronteront la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Japon. Direction l'actualité du ballon rond. Oh, le but sublime de Marnès, quelle inspiration de génie, et on en parle tout de suite dans Azur et Mongol. Après 6 matchs sans succès, l'OGC Nice renoue enfin avec la victoire à Angers. Les Niçois occupent la 15e place du classement et ont urgemment besoin de points. Et c'est ce qu'ils ont fait ce week-end. Louis Marmion. Sauf que la première mi-temps n'est pas riche en occasions des deux côtés. Lors du premier quart d'heure, le gym se contente de laisser le ballon aux Angevins sans inquiéter non plus Yvan Diouf. Mais les Niçois se réveillent et mettent le pied sur le ballon. C'est sur coup de pied arrêté que les Rouges et Noirs sont les plus dangereux. À 35 mètres au début, Jonathan Claus vit le second poteau, mais Kevin Carlos est trop court pour couper le ballon. La fin de première mi-temps est niçoise. Côté gauche, Boudache adresse un centre en retrait à Morgan Sanson. Le milieu de terrain seul aux 20 mètres écrase trop sa frappe, loin d'inquiéter le portier angevin. Boudaï à son tour, cessé à 25 mètres, mais sa frappe est correctement repoussée par le dernier rempart du SCO, 0-0 à la mi-temps. Dans une première mi-temps soporifique, les Aiglons se sont montrés plus insistants dans les 10 dernières minutes, mais c'est en deuxième mi-temps que les Niçois ont su trouver la faille. Au retour des vestiaires, le gym confisque le ballon, mais c'est une nouvelle fois sur coup de pied arrêté que les Aiglons sont les plus dangereux. Sur un coup franc plein axe à 20 mètres de la cage angevine, Jonathan Claus enroule parfaitement son ballon au-dessus du mur, alors que le ballon prend la direction de la lucarne droite. Hervé Kofi sort une parade exceptionnelle. De sa main gauche, le portier angevin laisse le score à 0-0. Les Rouges et Noirs n'abdiquent pas, Mendy trouve Sanson, l'ancien Marseillais retrouve le Sénégalais dans la surface, mais Mendy bute sur un Kofi des grands soirs. Ce sont finalement les changements qui ont fait la différence côté niçois. À peine entré en jeu, Eli Wahi côté droit, slalom dans la défense angevine, puis centre au second poteau pour un Melvin Barr esselé. Le défenseur n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, 1-0 pour Nice. En fin de match, les Niçois se font peur, Sbahi trouve dans la surface, contrôle puis enchaîne une lourde frappe qui vient mourir sur le montant de Yvan Diouf, complètement battu. Eli Wahi encore lui met fin au suspense. Sur l'une des dernières actions du match, l'attaquant de 23 ans voit Kofi loin de sa ligne de but et ajuste un lob de 30 mètres pour mettre fin aux espoirs angevins. Score final 2-0. Une victoire qui fait vraiment du bien pour le gym. Les Niçois n'avaient plus gagné depuis leur victoire à Nantes le 25 janvier dernier. Avec ce succès, l'OGC se donne de l'air avec 10 points d'avance sur la zone rouge. Un peu plus à l'est, la dynamique est différente. Après 4 victoires de suite, les Monégasques devaient continuer sur leur lancée face à Brest pour espérer une place en Ligue des Champions la saison prochaine, Louis. Au stade Louis II, les premières minutes sont disputées, mais ce sont bien les Monégasques qui assènent le premier coup de la partie. Magnès Akliouche est trouvé dans la surface et s'écroule dans un duel avec Chardonnay. La défense brestoise marque un coup d'arrêt, mais l'arbitre laisse jouer. Chotard dégage, mais il est contré par Camara. Le ballon revient sur Folarin Balogun. L'attaquant ne réfléchit pas et d'un plat du pied gauche à bout portant, l'Américain ne laisse aucune chance à Couder. À la demi-heure de jeu sur un coup de franc d'Alexander Golovin, repoussé par le portier brestois, Akliouche pense doubler la mise, mais le milieu français est signalé en position de hors-jeu. 1-0 pour Monaco à la mi-temps. Une première période en partie maîtrisée par le club du Rocher, des Rouges et Blancs qui vont poursuivre sur la même dynamique en seconde période, Louis. Sur une bonne combinaison monégasque côté gauche, Alexander Golovin cessé à 20 mètres, mais Couder d'une claquette s'interpose. Mais le Russe n'a pas dit son dernier mot. Mika Biret, lancé dans la profondeur côté gauche, adresse un centre de l'extérieur du pied pour Koulibaly au second poteau. Le milieu français manque totalement sa frappe. Golovin attentif ne manque pas l'occasion de doubler la mise. Le Russe adresse une frappe sous la barre et permet à l'AS Monaco de s'assurer la victoire. Avec cette 5e victoire de suite, Monaco montre ses ambitions pour la fin de saison. Le club n'a plus le droit à l'erreur pour décrocher une potentielle place en Ligue des Champions. Le prochain match sera déterminant puisque l'ASM se déplace chez un concurrent direct, l'Olympique Lyonnais.
Pour ce dossier de la semaine, cap sur le célèbre Paris-Nice. C'est l'une des premières grandes courses de la saison, souvent utilisée par les cyclistes pour se préparer aux grandes compétitions comme le Tour de France, et parfois surnommée la course au soleil. Quelques intempéries étaient tout de même présents, Antoine Péné. Effectivement, sur ce Paris-Nice, tout s'est joué ce week-end dans des conditions météorologiques assez contrastées. Avant la 7e étape samedi, un déluge s'abat sur la promenade des Anglais et tout est chamboulé. Départ délocalisé depuis Plan du Var, étape raccourcie, 47 km à peine, mais 47 km de galère, direction Isola Village. Des conditions à ne pas mettre un peloton dehors, et pourtant, il fallait bien un vainqueur. C'est parti, le sprint final avec Kisbol, qui est également présent du Pierre Piermaille, Dorian Godon, et la victoire de Dorian Godon. Gelé, rincé mais adulé, Dorian Godon remporte sa première victoire sur Paris-Nice et une seule idée un peu particulière lui vient en tête. Quelque temps avant le début de saison, j'avais acheté une bouteille de vin qui s'appelle Satisfait et je vais pouvoir l'ouvrir, c'est l'objectif. J'avais pas le droit de l'ouvrir tant que j'avais pas gagné. Vu la météo, il ne lui manquait plus qu'un tire-bouchon et un radiateur. Et puis dimanche, changement de décor total. Effectivement, Lisa, retour du soleil à Nice, 17 degrés à l'arrivée devant l'Alliance Riviera. Là, on reconnaît enfin la Côte d'Azur, avec du monde autour des routes, de la chaleur et un final qui s'emballe. Car oui, dans les derniers kilomètres, c'est un Français qui sort du lot, Lenny Martinez. Le Canois de naissance arrive à suivre l'attaque de Jonas Vingegaard dans la côte du Lingois-d'Or, résiste tant bien que mal et réussit à s'imposer quelques boyaux devant le Danois, vainqueur au classement général final. Il avait surtout peur de rouler et qu'il m'attaque derrière parce que c'est quand même Jonas, donc on ne sait pas de quoi il est capable. J'ai vu la ligne, j'ai lancé et en lançant je me suis dit que c'était un peu peut-être trop loin. Et j'ai vu un peu long derrière le voir remonter, mais à la fin ça l'a fait. Une victoire de prestige pour le jeune Français qui conclut cette semaine en beauté, même si la course au soleil a d'abord pris l'eau avant de bien porter son nom sur la dernière étape. Question timing oblige, pas de quiz ce soir et comme vous avez pu le constater, un programme raccourci pour un épisode éclair. Comme d'habitude, un grand merci à mes chroniqueurs, à Thomas Chastan en régie. On se donne rendez-vous dès mardi prochain et bonne soirée et à bientôt sur EDJ FM.